cet invité, c'est un habitué de TV Vendée, c'est Didier Gallo. Bonjour. Bonjour Caroline. Je salue les téléspectateurs d'ailleurs. Alors aujourd'hui vous venez avec la casquette de président d'une association, non pas de président des causeries, mais de l'association Sablaise pour la promotion de la culture qui s'occupe de ces fameuses causeries du Palais. Est-ce qu'on peut commencer déjà par expliquer un petit peu le principe de ce rendez-vous ? Alors, les causeries du Palais viennent du Festival Simenon. 1999, lancement du Festival Simenon. D'ailleurs, aide très significative des industriels vendéens qui m'ont aidé. Je voyais Monsieur Briand, Jeanne Briand venait au Festival Simenon. Et donc, le Festival Simenon a pris fin il y a 2 ans maintenant. Il s'est déplacé sur Liège, j'en suis le président d'honneur, mais nous avons conservé le temps fort de ce rendez-vous, les causeries du Palais. Car en effet, je fais venir des professionnels de très haut niveau, notamment les juges d'instruction qui ont fait l'actualité ou qui font encore l'actualité. Et il y a un public passionné. La salle d'audience déborde littéralement. Les gens viennent en général 1 heure à l'avance pour trouver une place. Mais il faut dire que ce sont des invités aussi un peu entourés de mystères. Enfin, c'est-à-dire que ce sont des professions, et là encore, vous êtes bien placé pour le savoir, qui suscitent toujours beaucoup d'interrogations. Comment ça se passe avant un tribunal, les discussions, derrière, comment tout ça s'organise. Donc évidemment, d'avoir ce genre de personnes à portée de main, à portée de conférence, ça attire. Il est certain que... alors, ce sont des juges qui, en dehors de Van Rynbeek, qu'on ne voyait jamais pratiquement s'exprimer, ce sont des juges qui ont quand même occupé les médias. Marc Trévidic, le juge antiterroriste, l'homme qui connaissait le mieux le terrorisme islamiste, Gilles Bertil, n'en parlons pas, l'affaire Weber, Erignac, Guy Georges a écrit plusieurs livres. C'est un excellent invité, habitué des plateaux de télévision. Vous avez également Eric Alphen, qui écrit beaucoup, qui a eu, lui, à gérer les affaires de financement du RPR. Van Rynbeek, c'était le financement du Parti Socialiste. Alors, j'ai lu, il y a quelques jours, dans le Figaro, un papier de Laurence de Charette, très intéressant, qui évoquait les Robin des Bois judiciaires des années 90. Ils sont là. Nous sommes là. Et on les a à portée de main, parce que c'est vrai, vous dites, on les voit, ils sont médiatiques, c'est vrai, mais là, il n'y a pas le filtre d'un écran de télé, ou il n'y a pas le filtre aussi des marches du Palais, dans le sens où une sortie de tribunal, c'est très impressionnant, on se voit mal s'approcher d'un juge pour aller lui poser des questions. Surtout là... quand il vient de vous infliger exactement, mais même si on n'a rien à se reprocher, ça reste quand même des personnages. Là, on les voit dans d'autres conditions. Le thème de cette année, les prédateurs. Mais d'où vient cette idée ? Cette idée est venue d'abord de ce qui a été traité par ces juges. Thiel, c'est Guy Georges. Trévidic, ce sont des prédateurs d'une autre nature, comme il dit, prédateur et fier de l'être, et content de l'être. Le commissaire divisionnaire Durand, qui vient, c'est celui qui a arrêté Allègre à Paris. Vous voyez, donc je me suis dit, le prédateur, c'est quand même... ça interpelle, je dirais, ces tueurs en série. On parle des tueurs en série, on va parler des prédateurs financiers aussi, un petit peu. Mais le tueur en série, c'est quand même un élément nouveau qui fascine l'opinion publique, à juste titre. Qui sont ces gens-là ? Comment commence-t-on maintenant à bien les identifier ? Parce qu'au début, non, le tueur en série n'existait pas. La chancellerie ne voulait pas en entendre parler, il y avait des crimes. Et comme pour l'affaire d'ailleurs du juge et de l'assassin, l'affaire Vacher du fin de siècle, du 19e siècle, il y a eu un juge qui a relié les affaires entre elles. Et ça a été notamment le travail de Thiel et de Mme Monteil, la patronne de la PJ, de relier les affaires entre elles. Et nous avons découvert que nous avions
de très beaux tueurs en série qui n'avaient pas qu'aux États-Unis où il y avait des tueurs en série. Bon, c'est quand même, ça interpelle. Alors, dans le programme, alors on me dit en plus dans l'oreillette que notre engouement fait qu'on parle très fort dans les micros. Donc, on va s'écarter un petit peu de nos micros. Voilà. Le procès Landru. Alors ça, c'est une reconstitution qui va être faite. C'est intéressant aussi, hein, aussi bien qu'on soit... Alors, être contemporain du procès, c'est un peu compliqué maintenant, 1921, hein, Versailles. En revanche, on l'apprend. C'est un nom qui évoque forcément quelque chose. Donc là, en fait, on se retrouve plongé au moment du procès, c'est ça ? Alors, c'est, je dirais, le fruit des relations que nous avions tissées avec Liège dans le cadre du festival Simenon. Vous avez à Liège des professionnels de justice qui sont extrêmement actifs, inventifs. D'ailleurs, les Belges sont souvent très inventifs, que ce soit sur le plan culturel ou sur le plan littéraire. Et ils ont monté une troupe de théâtre avec des avocats, des magistrats, des médecins légistes, des psychiatres, tous ceux qui concourent à l'œuvre de justice. Et ils ont monté plusieurs pièces et j'ai pensé que pour les prédateurs, Landru, il était parfait. Oui, alors on va rappeler très rapidement ces corps de femmes qui n'ont jamais été retrouvés, une dizaine de femmes à peu près. Enfin, en tout cas, c'est des bouts d'os quand même, des bouts d'os. Oui. On a retrouvé des os calcinés parce que Landru faisait disparaître les cadavres de ses victimes dans une modeste cuisinière qui a été d'ailleurs achetée aux enchères et qui a été très recherchée. Saviez-vous qu'aux élections de 1920, celle de la Chambre Bleue Horizon, Landru avait eu 4000 voix. Il y avait eu 4000 bulletins de vote, Landru. Alors, il est vrai qu'il n'y avait que les hommes qui votaient. Ah, voilà. Alors, nous avons également le criminologue Alain Boer qui, lui, va tirer les conclusions des interventions des uns et des autres. Là, vous avez les professionnels, vous avez également Olivier Pascal, votre confrère Dominique Rizet. Alors, Olivier Pascal, c'est intéressant pour les téléspectateurs, car c'est l'homme qui a interconnecté en toute illégalité, les fichiers qui a permis d'identifier les fichiers génétiques. Vous savez, la CNIL ne voulait pas de fichiers des empreintes génétiques, jamais. L'informatique et liberté, c'était attentatoire aux droits de l'homme, mettons. C'était surtout protecteur des assassins. Et ils ont interconnecté, les décisions ont été prises par Thiel et par Martine Monteil, alors patronne de la police judiciaire, et les labos officiels ont refusé dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, à la suite d'une correspondance de Gilbert Thiel, leur disant, écoutez, vous irez l'expliquer aux parents des victimes, vous irez l'expliquer, que vous ne voulez pas comparer parce que c'est illégal. Et finalement, aujourd'hui, il y a une loi qui rend cette pratique totalement légale et qui a créé un fichier des empreintes génétiques. Vous aurez compris que ce sujet des causeries du Palais, de ce thème, est passionnant et organisé par des passionnés également. Merci Didier Gallo d'être venu ici pour nous parler de ces causeries. Merci. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est au Sable d'Olonne et il faut anticiper un petit peu. Mais vous savez que je reviens sur les lieux de mes crimes ici. Mais exactement, exactement, on va terminer là-dessus. Merci à vous d'être venu sur le plateau.